Ça te faisait peur? Ah oui. Ok. Ok. Elle me dit, Bertrand, j'ai foi en ma guérison et je vais guérir. Ok. Est-ce que tu es OK pour qu'on le dise aux enfants? De me rendre compte, en haut du Saint-Pilon, à la Sainte-Baume, de ma dignité d'homme. Et en fait, surtout, de me rendre compte que j'avais été le premier à l'avoir escamoté. Et ça, je trouve ça très beau parce que cet homme sauvage, c'est toute la puissance masculine. Et c'est très beau, cette puissance masculine. C'est une puissance de vie, c'est pas une puissance de mort. Bienvenue Bertrand. Merci Jean-François. Donc, t'es catholique, t'es mari et père de famille. Ouais. T'es ancien commercial dans l'informatique, puis aujourd'hui tu t'es reconverti dans le coaching. Ouais. Tu es un des responsables de l'association Au Cœur des Hommes, Oui. dont on va parler ensemble. Et puis, tu as écrit ce livre, je pense qu'on le verra, Accomplir sa vie d'homme, donc sur la thématique de la masculinité. Exactement. Tu me disais, quand on préparait l'interview, que toi, tu as grandi plutôt une enfance heureuse, assez tranquille, et que à un moment, t'as rencontré une crise dans ta vie, une période de grande souffrance avec ta femme qui est tombée malade, la maladie de Lyme. Et puis, vous avez été dans un schéma un peu déséquilibré, du coup, suite à cette crise, où toi, tu te comportais un peu dans un rôle de sauveur, enfin quelque chose de pas équilibré, avec aussi une difficulté à trouver ta place d'homme, avec une image qui était dévalorisée inconsciemment de l'homme, donc au sens masculin du terme, comme un être qui a pas quelque chose de beau, quelque chose de bon à apporter au monde. Et t'as traversé ces moments de crise, donc moments de grande souffrance. T'étais assez touché tout à l'heure quand tu partageais ça avec moi, avec 3 piliers. Avec le pilier de la foi, tu m'as raconté comment tu t'étais converti, avec la méthode Vitose, qui a eu beaucoup d'importance aussi pour toi, qui était très structurante, et avec les camps Au Cœur des Hommes. Tu avais vraiment vécu quelque chose qui t'a révélé à toi-même. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de ta foi, de ta conversion, de la méthode Vitose, de ce que ça t'a apporté, et de cette expérience au cœur des hommes. Qu'est-ce que ça a transformé, ces 3 éléments-là dans ta vie? Alors, ma foi, ça a été alors, j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante, le dimanche, etc. Donc, j'étais vraiment dans cette culture chrétienne, voilà, explicite et marquée. Mais c'était pas une vie de foi c'était pas la foi du paysan, accroché au cœur et vécu quotidiennement. Ouais. En fait, j'ai eu l'occasion d'aller au JMJ en 91 à Czestochowa, tu vois, ça remonte à loin. J'avais 17 ans et là, nuit d'adoration à Poznań, au grand séminaire de Poznań. Et là, j'ai vraiment devant le Saint-Sacrement, en pleine nuit, la douche, quoi. Ouais. La douche une douche d'amour. Une douche d'amour, alors un amour très personnel, très charnel, très incarné. Très personnel. C'est-à-dire que c'est pas une espèce de truc vaseux, évanescent, une sensation émotionnelle, etc. Mais je ressens une puissance, une personne d'une puissance fantastique et qui m'aime d'une manière mais hallucinante, quoi. Et limite, c'est très impressionnant. Et puis accompagné de cette douche d'amour, j'entends une parole qui est t'es mon fils bien-aimé. Ok. Alors là, ça m'a littéralement séché et je suis resté scotché à adoration, je sais pas combien de temps. Mais ça a été un événement très marquant pour moi. Vraiment, c'est le moment de la rencontre avec mon Dieu, ma première rencontre. Donc il y a un avant, un après très clair dans ma vie de foi à ce moment-là, qui a poursuivi, qui s'est approfondi, qui s'est enrichi, qui s'est adouci, voilà. Mais on est toujours dans cette relation, même si souvent je sais qu'il est là.
Je le sais qu'il est là. C'est pas que je crois qu'il est là, c'est que je sais qu'il est là, mais je le sens pas de manière sensible. Ben quand même, il est sympa. Il me fait pas mal de petits cadeaux. Des petits signes. Ouais. Ok. Voilà. La foi, ça a été quelque chose aussi d'important dans l'épreuve de couple que vous avez traversée. T'as été marqué par la foi de ta femme dans l'épreuve de la maladie. Complètement, ouais. Est-ce que complètement. tu peux nous dire qu'est-ce que tu as vécu, toi, qu'est-ce qu'elle a vécu en quelques phrases, hein, et puis très simplement, ce qui t'a marqué aussi. Ouais. De cette foi je de vais ta te le femme. dire très simplement. Il y a un moment qui nous a tous les deux beaucoup marqué. C'est que un moment, c'est au moment où elle était à son pire, elle pesait 40 kilos, on commençait à nous parler de sclérose en plaques, de saloperies comme ça. Donc, je peux dire que l'ambiance à la maison, c'était pas à son top. Ouais. Un matin, elle s'est réveillée, je sais plus exactement, hein, parce que j'ai une mémoire, voilà. Mais ce qu'elle me dit, elle me dit, Bertrand, j'ai foi en ma guérison et je vais guérir. Okay. Est-ce que t'es OK pour qu'on le dise aux enfants? Ok. Donc après un temps de prière, j'ai dit oui, OK, et je faisais mienne sa propre foi en fait. Et donc on l'a dit aux enfants et c'était une explosion de joie à la maison. Et effectivement, elle a continué à sombrer. Et en fait, c'était il fallait toucher le fond pour se relever, quoi, je pense. Donc oui, cette foi vécue au premier degré, on la vit maintenant. Et notre seule volonté aujourd'hui, et je la partage avec grande joie avec ma femme, c'est de faire la volonté du Père, ce qui n'est pas un chemin facile, parce que sa volonté, elle est difficile à discerner. Puis il y a toute notre épaisseur qui nous fait qu'on est de grands aveugles face à nous-mêmes et qu'on ne sait pas forcément très bien où aller, quoi. Donc ça, c'est pour la foi. Donc, et on la vit toujours avec mon épouse de manière très très profonde. On prie très souvent ensemble, même tout au long de la journée. Et voilà, c'est une foi de relation à Dieu en fait, tu vois. Où voilà, on rend beaucoup grâce. On a mis une règle chez nous. Alors je le dis parce que c'est essentiel et ça va même me faire comprendre des choses sur la vocation de l'homme. D'accord. C'est que on a une règle bouche d'or à la maison. C'est-à-dire qu'on critique personne et dès qu'il y a une critique, on dit oh bouche d'or. Dès que ça sort, tu vois, sans faire attention, un peu de fatigue, voilà. Et en fait, on s'efforce, et c'est pas facile, d'être des bénissants. Okay. Donc de bénir, voilà, tout ce qu'on vit, même les galères. Merci Seigneur pour ça, même si je comprends pas, parce qu'en fait, on s'est rendu compte a posteriori que toutes les galères qu'on a vécues nous ont fait grandir, nous ont orientés vers quelque chose là où on serait pas allé spontanément. Et donc tout a un sens, même si on ne comprend pas. Voilà. Donc c'est une vie d'abandon, d'acceptation en fait. Et c'est pas une vie de confort. Pour le coup, ça, c'est pas compatible avec le confort. Ça. Voilà pour notre vie de foi. Ok. La deuxième question. C'était Vitose. Ouais. Alors Vitose Alors juste, je vais peut-être rappeler ce que c'est Vitose pour ceux qui regarderont, qui connaissent pas. Donc c'est une approche de la guérison qui nous reconnecte au réel, qui nous reconnecte au moment présent. Je peux prendre un stylo en étant en train de penser à autre chose, mais je peux aussi prendre un stylo en sentant le contact du stylo ici et maintenant. Donc tu me disais que ta femme était en thérapie Vitose, puis que toi tu l'as suivie. Ça change quoi en fait? Ça te fait quel effet? C'est quoi le Bertrand avant et le Bertrand après la thérapie Vitose? En fait, pour moi, Vitose a un chemin d'alignement avec soi-même, sans chercher, sans s'efforcer de chercher, gratter dans tous les sens, creuser, etc. C'est-à-dire que tu laisses jaillir ce que tu es en étant simplement branché au réel, sachant que c'est pas simplement rester branché au réel, c'est d'être branché au réel, c'est la base, c'est le socle. Okay. C'est notre socle d'esprit incarné, c'est qu'on est incarné, voilà. Et Saint Paul le dit dans l'Évangile, Saint Bernard le reprend, le charnel est premier par rapport au spirituel. Donc tout le monde de la pensée, etc. C'est second en fait. Mais t'as senti des choses concrètes qui avaient changé, je sais pas, des schémas mentaux, des façons de faire qui ont évolué, où tu sens waouh, ça vient de Vitose. Ouais. Alors j'ai vécu des choses très très étonnantes, c'est-à-dire que moi je le faisais
voilà, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ma vie, etc. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte, par exemple, dans la gestion des émotions, et c'est un effet collatéral naturel sans recherche. C'est-à-dire que dans les négociations avec mes acheteurs à l'époque où j'étais encore dans l'informatique, moi, il y avait un moment où j'arrivais en phase de négo finale, j'avais beaucoup de mal et je vivais un peu un blackout intellectuel où quand il y avait beaucoup de tension, je me bloquais. Et du coup, mes négos étaient très douloureuses pour moi. C'est des choses que tu pouvais aussi vivre, je sais pas, dans ton couple, dans tes relations, d'être de déconner quoi, à cause des émotions qui pas alignées. Absolument, absolument. Donc soit tu vois de la colère, soit de la lâcheté, parce que par peur de soit tomber dans la colère, soit de dire une connerie, tu dis rien. Mais en fait, c'est ce qu'on attend de toi, que tu prennes ta place. Donc ça m'a amené à faire beaucoup de prendre beaucoup de chemins de travers pour éviter d'affronter la réalité. Et en fait, en appréhendant la réalité de manière apaisée grâce à cette méthode du docteur Vitoz, eh bien en fait on prend le sujet par le bon côté. On commence par le réel, on tait sa pensée, et en fait on a deux travers. On a un travers de cogite où ça tourne dans tous les sens, les croyances, les machins, les peurs, les appréhensions, tout ça c'est là. Ou alors toi tu l'avais naturellement? Oui, j'avais ça. Le côté de se perdre dans son mental. Mais j'avais peut-être l'autre côté, le côté rêverie. Où je me débranchais en fait. Tu vois? Parce que en fait j'étais en situation de blocage, donc c'était dangereux, je n'étais pas à l'aise, du coup hop, je me retire. Et en fait je me suis rendu compte dans mes négos, c'est là que je me suis waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai vu l'acheteur commencer à trembler en face de moi, et moi me rendre compte mais pourquoi il tremble, il y a pas de stress. Et en fait j'ai commencé à vraiment remporter des victoires en termes de négociation face à des acheteurs qui sont censés être les plus durs, à prendre ma place, quand je suis pas content des conditions qu'ils me disent ou qu'ils m'écoutent pas parce que je leur dis un truc et en fait ils font mine de pas entendre, je me lève et je me barre. Et ils me courent après dans le couloir parce qu'en fait non en fait c'est un jeu, moi je joue pas. Donc en fait j'ai trouvé ça très impressionnant de constater que mon cerveau continue à fonctionner. J'ai aussi constaté que en travaillant moi, mes enfants changeaient. Donc c'est-à-dire que j'ai un fils en particulier qui faisait beaucoup de colère quand il était petit. Et 6 mois après que j'ai commencé Vitoz, tout s'est arrêté. Et on nous avait prévenus, tu vois. Et lui, on lui a rien demandé, on lui a rien fait, tu vois. En fait, ce que je comprends, c'est que t'es pas là en train de te dire, je vais essayer d'être un meilleur négociateur, je vais être un meilleur père. En fait, juste, tu te reconnectes au réel. Et ça marche tout seul. Je vais être plus présent, tu vois. Je me rends conscient de là où je suis, au moment où je suis en relation avec la personne. Il y a que ça qui compte quand je suis en relation avec elle. Les bombardements en Ukraine, en fait, maintenant, là, on s'en fout. C'est ta présence qui compte et c'est tout. Et donc, ça donne une espèce de faculté de présence qui est accessible à tous, en fait. C'est pas un don particulier, en fait. Mais faut le prendre du bon côté, quoi. Voilà. Ça résonne énormément. En fait, moi, je suis totalement convaincu que la porte d'entrée de la plupart des blocages, c'est une porte d'entrée corporelle. Et Vitoz, tu travailles avec ton corps, en fait, avec les sensations. Exactement. Et moi, j'ai vécu cette expérience. Alors, c'est pas passé par Vitoz, c'est passé par la méditation de pleine conscience, mais les principes sont exactement les mêmes. Et j'ai vraiment vu cette transformation dans ma vie, et c'était incroyable de voir, mais c'est drôle, tous les effets secondaires de ce que ça transforme en termes de gestion du stress, dans les relations, d'être plus présent. Mais presque comme un effet secondaire, en fait. Sans effort. C'est pas là où on place l'effort, en fait. Tu as été très marqué aussi par ton expérience des camps Au cœur des hommes. Donc, on est en 2016. C'est un moment où t'es suite à cette crise dans ton couple, de la maladie de ta femme, tu te rends compte que t'es dans une relation déséquilibrée avec elle, une position de sauveur. T'arrives à ce camp et t'en parles dans ton livre. Tu dis que ça a été une expérience fondatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le souvenir essentiel de ce camp, en fait, j'ai 2 souvenirs essentiels. C'est de me rendre compte
en haut du Saint-Pilon, à la Sainte-Baume, de ma dignité d'homme. Et en fait, surtout de me rendre compte que j'avais été le premier à l'avoir escamoté. Je pouvais accuser personne d'avoir atteint ma dignité. J'étais le premier à l'avoir pas considéré, en fait, à ne pas l'avoir considéré. Donc, en fait, pour être clair, j'ai vécu une confession là-dessus, sur ce point-là, mais qui a été d'une libération incroyable, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Quand tu dis j'ai escamoté ma dignité d'homme, donc t'entends homme au sens du masculin. Masculin, ouais. C'est-à-dire, tu dis, moi en tant qu'homme masculin, c'est pas digne. En fait, t'avais une image abîmée du masculin. J'avais une image abîmée du masculin pour de multiples raisons. Et je pense que tout le monde vit à peu près la même chose. On a du mal à savoir c'est pas bien d'être un homme. Quelle est la vertu, quelle est la spécificité, quel est l'apport d'un homme aujourd'hui. On a du mal à le savoir. À quoi sert un homme aujourd'hui? Tu penses que ça vient de la société, de ton éducation, peut-être du milieu de l'église? Tu sens d'où c'est venu chez toi? Je pense que c'est très profond. Je pense qu'il y a une dimension historique propre à la France. Avec la Révolution, on a tué la figure du père, la figure masculine. Ensuite, il y a eu les guerres du XXe siècle, qui ont été des guerres horribles. Et du coup, en conséquence, il y a eu un rejet de la transmission. Et donc, on a tout arrêté. Ça a été mis à mal. Pourquoi à la place, on voit aujourd'hui que en fait, ça mène nulle part, quoi. Et en fait, au lieu d'avoir choisi ce qu'on voulait transmettre et pas transmettre, on a arrêté totalement de transmettre. Mais ça, on peut pas reconstruire une société à partir de zéro. Ça existe pas, c'est pas possible. Et donc après, plus proche de moi, il y a évidemment une ambiance générale où les femmes méprisant les hommes ou leurs maris ou leurs fils ou leurs pères, c'est assez généralisé, même si elles s'en défendent parfois, on le voit quand même très fréquemment. Moi je vois des femmes dire bah non, je vais pas le laisser faire ça parce que quand même voilà. Mais enfin, ah oui, et ouais. Et pourquoi pas, sans autre explication. Donc en fait, il y a une infantilisation de l'homme qui, lui, son travers, c'est ce doute sur sa capacité à être capable. Donc en fait, lui, si on lui dit non, il va dire bon bah ok, je le fais pas. En fait, ça touche sa lâcheté et donc il se retire tout seul. Il n'y a pas besoin de le forcer beaucoup. Il a du mal à en sortir, donc si on l'y laisse, en fait, il est assez confortable, tu vois, quelque part. Donc c'est un concours de plein de choses ensemble qui fait que et puis après, il y a ce qu'on entend à longueur de journée, et ça s'est accentué de manière très très violente ces dernières années, où être un homme, c'est limite, faudrait tous nous gazer, quoi. Donc t'es marqué par cette image abîmée, cette honte ou cette indignité d'être un homme. Donc tu vis cette expérience très très forte que, en fait non, t'es digne, que c'est bien d'être un homme. Qu'est-ce que ça change pour toi ensuite dans ta vie? En fait, j'ai envie de dire ça va tout et rien, parce que ça se passe dans la continuité. Ouais. Il n'y a pas de rupture par rapport au monde d'avant. Il n'y a pas je quitte ma femme et mes enfants et je vais faire ma vie comme j'ai envie ailleurs. C'est pas du tout le sujet. Et tout parce que ma manière de vivre la relation avec moi-même et avec les autres va changer radicalement. Et ça va se faire de manière progressive, parce que vraiment le camp, c'est la prise de conscience. Et puis après, il y a un temps d'enracinement, tu vois, de maturation, d'approfondissement. C'est là où j'ai commencé à beaucoup lire pour, tu vois, comprendre. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la raison qui m'avait poussé à aller à ce camp-là, une raison inconsciente, à comprendre ce que j'y avais vécu vraiment. Parce que quand tu arrives au camp, tu n'as pas conscience que dans ta tête, il y a un schéma que l'homme est indigne ou que c'est pas bien d'être un homme. Pas du tout. Tu le comprends a posteriori. Je le comprends à la fin du camp. Et donc pas du tout. Non, moi j'y vais, je suis en crise de couple, j'habite plus chez moi, j'ai un week-end où je vais me faire chier. Il y a un mec qui me propose un week-end à la Sainte-Baume entre hommes. Je trouve ça un peu bizarre à l'origine, tu vois. Mais la Sainte-Baume, je connais pas, j'ai envie d'y aller, j'ai rien à faire, j'y vais, quoi. C'est tout, hein. Et puis là,
Ah, et là, donc je me suis trouvé, quoi. C'est presque un hasard, en fait. T'étais pas attiré par la thématique du camp. Non. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Et à la fin du camp, je propose au fondateur comment je peux l'aider. Moi, j'y allais plutôt pour coller des timbres sur des enveloppes. Et il me dit, bah, ça tombe bien, le week-end d'après, en mai, on n'a pas d'animateur. Tu vas animer le camp. Ok. Recrutement express. Non. Finalement, il arrive à me convaincre, j'y vais, et là, double couche, où là, je reçois vraiment mon nom de gloire, c'est-à-dire mon identité par tous les participants qui me disent, toi, voilà, t'as des qualités particulières, c'est ça, ça, ça. Et j'entends ça 10 fois par 10 personnes différentes qui étaient là, qui se sont pas côtoyées avant, qui se sont pas mises d'accord. Et à un moment, à la fin du camp, je me dis, waouh, il faut que j'entende ça quand même, parce que c'est un grand cadeau qu'on te fait là. Et donc j'ai reçu encore plus, je pense, qu'au premier camp. Et puis après, du coup, je me suis impliqué dans l'orga parce que pour en prendre la direction, c'est une magnifique cause. Qu'est-ce que ça vient changer pour toi? Je comprends que, ok, tu te remets à aimer ce qu'il y a de masculin en toi, cette dignité d'homme. Ça change des choses pour toi dans ta vie, mais en fait, concrètement, comment ça se passe? En quoi le fait de, je sais pas, d'embrasser sa vocation d'homme ou d'assumer d'être un homme, ou qu'est-ce que tu as trouvé? Comment ça c'est venu avoir de l'influence dans ton couple, ou peut-être dans ta vie professionnelle, ou peut-être dans ta relation avec tes enfants? C'est quoi ça se passe par des choses très simples. Alors en fait, il faudrait mieux que tu questionnes ma femme là-dessus. Mais par exemple, et ce que je vois de manière très très répandue dans les camps, c'est que je vais être capable de dire non à ma femme quand elle me demande un truc que j'ai pas envie de faire. D'accord. Et pas un non qui soit violent, mais un non qui soit posé et dit bah non, voilà, et puis on explique et puis voilà. Okay. Donc une capacité à s'opposer. Tu vois, alors j'aime beaucoup Emmanuel Mounier, il en parle beaucoup dans l'Affrontement chrétien, où en fait on a été éduqués pour être soumis, pour être des gentils garçons, des braves types, mais alors qu'on est fait pour la grandeur, on est fait pour combattre, on est fait pour l'aventure, on est fait pour des grandes choses. Et quand tu apprends à dire non, ça vient remettre de l'équilibre dans le couple. Bah oui, parce qu'en fait, ma femme, c'est ce qu'elle attendait de moi. Ok. Et que tu te positionnes en fait. Que je me positionne. Ok. Que je sois sur la brèche, comme dit Monseigneur. D'accord. Que je sois au contact, que je sois pas soit planqué quelque part, soit perdu autre part, mais que je sois présent sur la brèche au moment où bah, je dois être là, je suis là, quoi. Point. Et c'est, tu vois, le lien avec Vitose. Non. Bah, la présence. Ah ouais. Ok. Voilà. C'est tout. Ok. Donc c'est extrêmement lié et moi j'en parle beaucoup dans les camps, cette attention au réel, cette présence à avoir envers sa femme quand on est avec elle sans être sur son téléphone ou penser à autre chose. Avec ses enfants c'est pareil. Puis après qu'est-ce qu'on veut leur apporter, et ça c'est pareil. La mission de l'homme c'est aussi de bénir, tu vois, d'encourager, de préparer ses jeunes, ses enfants, mais aussi ses subordonnés à développer leurs dons et leurs qualités. Et c'est pas par le silence. Et c'est pas par des paroles de culpabilisation ou dures ou tu vois cassantes que ça va se faire. C'est simplement par l'encouragement. Et un vrai chef, un vrai leader, un vrai homme, c'est quelqu'un qui va faire grandir les autres. Ça suppose d'avoir un peu d'humilité, d'avoir une certaine connaissance de soi pour être en paix avec soi-même et avoir suffisamment de force pour aider les autres à s'élever. C'est ça un vrai chef. Et c'est ça qu'on fait dans les camps. On fait pas autre chose en fait. On aide les mecs à devenir plus ce qu'ils sont. Ils sont de belles choses, ils sont grands, ils sont bons, ils sont beaux, ils sont vrais, ils sont forts, et c'est bien, et c'est bon. Et bien voilà, c'est ça qu'on aide simplement. Hein. Qu'est-ce que tu les vois vivre, les hommes, dans les camps? Est-ce que tu peux nous parler de, je sais pas, des blessures ou des schémas que tu vois de façon récurrente, ou peut-être des engagements qui sont assez récurrents? Et peut-être deux ou trois qui t'ont particulièrement marqué. Ouais, j'y étais. Je me suis rendu compte qu'on avait vécu des choses assez fortes. Pour certains, c'est vraiment une transformation. On sent vraiment qu'ils viennent toucher quelque chose de bon, de transformant. Toi qui as animé, je ne sais exactement combien de temps, mais de camps, mais un certain nombre. Qu'est-ce que tu vois? Moi, ce que je vois, en fait, je l'avais pas conscientisé avant que tu me poses la question, mais je vois exactement la même chose que ce que j'ai vécu moi-même.
c'est-à-dire exactement la même chose que ce que j'ai vécu moi-même, c'est une réconciliation avec leur identité d'homme. Et c'est très frappant de voir que ça, c'est l'élément sous-jacent permanent. Et après, ça vient se brancher sur des blessures qui sont très variées, très diverses, plus ou moins grandes. Il y en a qui ont très peu de blessures conscientes ou même inconscientes. D'autres qui sont vraiment très très abîmées, très marquées par la vie et en grande souffrance, et qui ont vécu d'objectives grandes souffrances. Donc on les comprend, mais il y a une dimension transcendantale dans la personne humaine, et dans les personnes humaines. Alors moi je m'occupe des hommes parce que voilà, c'est peut-être mon apostolat, mais je suis là, et puis c'est tout. Et en fait, la blessure n'est jamais une fatalité. La blessure n'est jamais une fatalité. Et c'est aussi ça qu'ils découvrent, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de raison de rester recroquevillé sur soi. Même avec la pire blessure, en fait, on peut quand même avoir une belle vie, une vie d'ambition, une grande vie. Souvent, les blessures nous font souffrir, mais nous purifient aussi, nous font travailler, nous font grandir. Et en fait, cette croissance, elle a un sens. Et quand on met tu vois, comme un fil entre la blessure, l'épreuve, tu vois, on dit que l'or est purifié au creuset. Ben oui, ben en fait, c'est toujours une croissance quelque part. Et ben cette croissance, elle est faite pour quelque chose. Et c'est là qu'on accompagne les gars pour les envoyer. Et c'est pour ça qu'il y a une perspective d'engagement. C'est que tout ça, si ça débouche pas sur des choses concrètes dans notre vie, ça sert à rien. C'est du pipi de chat, il faut l'arrêter tout de suite. Tu vois? Et tout ce qui ne féconde pas concrètement, ça sert à rien. Donc on peut se lire des bibliothèques entières, mais en fait, si ça nous permet pas d'aller dans le monde et transformer le monde, c'est auto-centré comme travail. Et notre vocation, c'est une vocation de don. On est principe de don. Et moi, je suis révolté par le monde tel qu'il est actuellement, qui souffre et qui a besoin de personnes qui viennent leur redonner espoir, les encourager, les fortifier, puisqu'on est tous faits pour la grandeur, quoi. On n'est pas fait pour des petites vies animales à la con. Qu'est-ce que tu as vu comme engagement qu'on peut te marquer dans les camps? Bah moi, j'ai pris l'engagement de changer de voie professionnelle à la fin d'un de mes camps, donc mon engagement à moi. J'ai vu des engagements... Ça te faisait peur? Ah oui. Ok. Okay. Ah oui, c'était n'importe quoi. Ok. Mais je l'avais dans le cœur et c'est comme un appel, tu vois, il faut y aller. Et c'est un appel à tout quitter, puis on y va. On vit qu'une fois, on vit pas longtemps. Okay. Après, l'éternité, c'est très long, et moi, je vais avoir une bonne place là-haut. Donc, okay. Tu vois, il me reste, j'ai 48 ans, il me reste, je sais pas, 40 ans maximum pour être actif, c'est-à-dire pas très longtemps. Donc voilà, faut que je fasse quelque chose de ma vie, quoi. Il y en a eu d'autres? Et des engagements forts que oui, t'as vu? J'ai le souvenir d'un homme qui a décidé de quitter sa maîtresse pour revenir et reconquérir sa femme. Oh. Ça m'a beaucoup marqué parce que il était tout simple. Enfin, un gars plutôt hyper propre sur lui. Enfin, vraiment le mec sympa. Quand il a annoncé ça a provoqué un petit choc quand même. Et une grande joie en même temps, tu vois, les deux à la fois. J'ai un gars qui est devenu un ami, qui a choisi de mettre Jésus en premier dans sa vie et d'officialiser le fait qu'il était catholique dans son travail. Il y a c'est très varié, donc c'est chacun. Il y a des gars qui ont décidé d'engager, de téléphoner à leur père pour engager une démarche de pardon après 20 ans de silence. Je peux tellement sentir derrière tous ces engagements. On a parlé de ta peur à toi, mais en fait derrière chacune des choses que tu as nommées, quand tu te projettes concrètement, c'est que des choses qui font peur. Bah, c'est toujours des sauts dans le vide, en fait. C'est ça, C'est toujours des sauts dans le vide. Tu vois, j'ai toujours l'image
C'est dans je sais plus quel film où il y a attends, j'ai oublié le nom le mec qui marche dans le vide là, Indiana Jones là. Ouais, ok. Tu vois où il est sur la falaise et en fait il fait un pas dans le vide et en fait le sol n'est pas meuble. Mais et en fait on est tous là quoi au moment de l'engagement. On a vécu un mouvement, derrière il y a le feu et puis il faut y aller quoi. Et ben on est tous pareils. Et en fait si à un moment on se dit non c'est bon, j'ai fait mon pas dans le vide, maintenant je suis tranquille. En fait on est en train de passer à côté de sa vie quoi. C'est devant la mort qu'on doit s'arrêter, tu vois. On se reposera au ciel. Mais tant qu'on n'est pas mort et qu'on a de l'énergie, cette énergie, elle doit être faite pour féconder le monde et le faire grandir. Pas faite pour s'acheter un 4x4 et un bel appartement, tu vois. Ça n'a aucun sens. On va arriver vers la fin de notre échange. C'est quoi le livre qui t'a le plus marqué dans tes lectures? Celui que tu recommanderais? C'est vraiment une réponse à la con, mais je vais te dire la Bible, parce que en fait, c'est vraiment une parole vivante. Ouais. Et à chaque fois que je me plonge dedans, c'est dingo. C'est dingo d'actualité. Alors il y en a plein d'autres, hein, des livres super. Moi j'aime beaucoup Emmanuel Mounier. J'ai beaucoup aimé un bouquin de Robert Bly sur l'enfant sauvage, que j'utilise beaucoup dans les camps. On mettra les liens pour les gens qui regardent. Tu peux nous dire en 2 phrases ce que c'est en fait sauvage. Je sais même plus d'ailleurs si c'est ça le titre, mais c'est un conte anthropologique. Il part du conte anthropologique Jean Defer. D'accord. Jean Defer, c'est un petit garçon qui découvre qu'il a un homme sauvage à l'intérieur de lui. Cet homme sauvage, il est dans une cage et la clé de la cage, intéressant, est sous l'oreiller de sa mère. Il va voler cette clé, il libère l'homme sauvage et après il va lui courir après pour le dompter. Et en fait, on a tous cet homme sauvage en nous qu'il faut faire jaillir. Parce qu'en fait, si on va pas le faire jaillir, on sera incapable de le dompter. Et quand il va jaillir à notre insu, on va parfois partir dans la brutalité. Et en fait, si on va pas faire jaillir cet homme sauvage, et on le fait dans les camps avec des activités que tu as découvert, eh bien en fait, on peut pas le dompter. Il faut le rencontrer, cet homme sauvage. Et ça, je trouve ça très beau parce que cet homme sauvage, c'est toute la puissance masculine. Et c'est très beau, cette puissance masculine. C'est une puissance de vie, c'est pas une puissance de mort. Oui, c'est vraiment ce qu'on sent dans ce camp, c'est que un homme dangereux, c'est bon. C'est bon si cette dangerosité, elle est mise au service de la morale, parce que c'est un protecteur, c'est quelqu'un qui sera capable d'intervenir s'il voit une femme se faire embêter ou des racailles qui commencent à chercher noise à quelqu'un, et que toucher ça et sentir que c'est bon en fait parce que c'est la puissance protectrice, c'est vraiment une des expériences du camp. Ouais. Ça m'a beaucoup touché. Une réconciliation avec la force morale, tu vois, la force d'engagement. Mais effectivement, le combat est bon, il est pas bon ou mauvais en soi, c'est la cause qui est bonne ou mauvaise. Donc c'est là où la conscience est importante. C'est que si on n'est pas vigilant par rapport aux causes qu'on défend, on va faire vraiment de la merde et des choses dangereuses et pourries pour le monde. Donc le fait d'affûter la conscience, ça c'est le travail de la foi. Et le fait de la fortification, ça c'est un travail anthropologique humain qui se fait à travers des rites de passage, comme le camp, hein, qui n'est pas autre chose que ça. C'est pour ça qu'on a créé des week-ends père-fils, en retravaillant et en découvrant que ça fait depuis 15 000 ans que les sociétés font ça. Pour structurer la personne humaine et l'aider à faire survivre sa société, puisqu'il s'agit de ça, il s'agit pas de patriarcat comme on l'aime à l'entendre, c'est vraiment des âneries, ça, sans nom. Mais par contre, on redonne ces lettres de noblesse à la paternité. Et la paternité, c'est vraiment la fortification des jeunes pour qu'ils soient capables de donner leur vie pour féconder le monde. Et pas pour le dominer à la con, enfin on s'en fout, quoi. C'est pas un sujet. Qu'est-ce que tu dirais au Bertrand qui est au placard de la crise avec sa femme, dans les épreuves, dans la maladie de couple, qui inconsciemment a une image un peu erronée de la masculinité, si tu le voyais aujourd'hui? Médite la virilité du Christ,
avec toutes ses dimensions, aussi bien sa force que sa douceur. Tout ça, c'est viril. Que son amour, ça aussi, c'est viril. Et confiance, persévérance, patience. Ok. Merci Bertrand. Merci Jean-François. Je rappelle que tu as écrit ce livre, du coup, je le remontre, Accomplir sa vie d'homme, en sous-titre Donner naissance, vivre et bénir. On mettra le lien dans lequel tu développes en fait ta vision de la masculinité et t'as écrit ce livre pour que d'autres hommes puissent comprendre que c'est bon d'être un livre, d'être un homme, pardon. Et les femmes aiment beaucoup mieux comprendre leur bonhomme. Oui, et elles les envoient aussi dans les camps au cœur des hommes, c'est ce que j'ai vu. Et c'est bien, c'est chouette. Ouais. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te mets dans la description le lien vers le livre de Bertrand, vers son site aussi, où tu trouveras ses propositions de formation, de coaching, en particulier pour les hommes. Quant à moi, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est un canal qui est privé, qui est réservé aux hommes et sur lequel je partage au quotidien mes pépites, ce que je découvre qui m'aide à mieux réussir, à m'épanouir dans ma vie d'homme pour pouvoir t'aider toi aussi. Alors par exemple, aujourd'hui, je parle de la méthode Vitose. Dans l'interview, tu as vu que Bertrand, il décrit les effets assez spectaculaires que ça a eu dans sa vie professionnelle. Il se met à être beaucoup plus à l'aise en négociation. Il y a son garçon qui se met moins en colère. Je crois aussi beaucoup à cette méthode et je te décris d'où elle vient, son historique, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et puis surtout, je t'explique un exercice que tu vas pouvoir mettre en place au quotidien pour t'aider à être plus présent, plus connecté. Les contenus que je partage sur Telegram sont privés, il n'y a que les membres qui y ont accès, c'est gratuit. Si tu veux t'inscrire, tu cliques dans le lien dans la description, tu me laisses ton mail et je t'enverrai un accès. Si tu regardes cette vidéo dans le futur et que tu veux retrouver ma publication Telegram d'aujourd'hui sur la méthode Vitose, je t'explique comment faire dans le mail que tu recevras en t'inscrivant. À bientôt sur Telegram, ciao!